Bonjour du coup, à toutes et à tous, qu'on n'a pas déjà croisé après le déjeuner. Donc, Cassel Marietti, architecte à la ville de Rouen. Et Chloé Dorban, ingénieure pour la ville, plutôt axée recherche et pilote des chantiers des constructions en fait, au PC. Et double métier. Du coup, aujourd'hui, on nous a appelé pour parler d'architecture régénérative. Donc, ça tombe bien parce que c'est le logo qu'on a créé il y a quelques années dans notre direction pour pouvoir diffuser sur ces sujets. Euh, Aujourd'hui, comme on est une direction de recherche et d'innovation, euh, on est passé de l'architecture régénérative à plutôt employer le terme d'architecture régénératrice. Donc, je vous explique en deux mots pourquoi. Donc, dans nos recherches, on continue toujours d'interroger les concepts matériels, immatériels. Donc, on essaie de se renouveler sans cesse et en fonction de l'environnement qui nous entoure. Donc, on a beaucoup parlé les dernières années de villes régénératives. Et nous, on parle plutôt de communes régénératrices. Euh, Déjà, dans le mot commune, on englobe plus toutes les organisations qui composent le territoire par rapport aux villes. Et dans le terme génératrice, on fait plutôt appel à l'action parce qu'on met plutôt en exerce nos actions plutôt que quelque chose de passif. Donc, notre projet, c'est d'arriver à atteindre des communes régénératrices de l'écosystème vivant. Donc, l'objectif, c'est d'être positif ou neutre au minimum sur cet écosystème. Donc, dans notre direction, notre outil, c'est l'architecture écosystémique et apprendre dans son sens large, donc avec l'habitat humain, le matériel, le social et à toutes les échelles. Donc, par exemple, à une autre échelle que le bâtiment, on a l'îlot de Frécheur-le-Brun, dont on parle beaucoup ces derniers temps, avec par exemple la création de loups, de mares, la désimperméabilisation des sols pour apporter une plus grande biodiversité et une approche climatique au site, ou encore l'agriculture urbaine qui peut se faire soit à l'échelle du bâti, soit de la commune. Du coup, notre direction recherche et innovation a été créée en 2010 avec à la base trois missions. Donc, de la recherche, de l'innovation et également de la communication qui est très importante pour construire et structurer durablement les territoires. Dans un premier temps, la direction a plutôt été axée sur mener un plan d'action sur chaque thématique qui était du ressort de la collectivité territoriale, un peu à l'image de ce qu'on fait dans les agendas 21 avant, agenda 2030 maintenant, et d'échanger avec toutes les directions internes à la mairie pour orienter les actions en faveur des écosystèmes. Ensuite, au fur et à mesure des années, dans un deuxième temps, il a fallu répondre à l'urgence en matière d'accueil scolaire qui s'est fait sentir sur la ville par un contexte de poussée démographique lié au transport en commun qui arrivait sur la ville et au manque d'accueil scolaire déjà présent sur la ville, ou d'accueil scolaire vieillissant qu'il fallait rénover. Donc, cet accueil scolaire est devenu le terrain de la recherche et de l'innovation dans notre direction. Et pour cela, on a constitué une équipe de maîtrise avec des compétences spécifiques. On vous les présentera juste après. Donc ça, c'est un peu le temps dans lequel on est encore aujourd'hui, mais on est à cheval sur un troisième temps qui est encore en réflexion, puisque l'urgence d'accueil scolaire se fait un peu moins sentir et il y a un peu moins de projets en soi de construction ou de rénovation engagés. Et du coup, on se pose la question de l'après.
qui démarre déjà dès à présent avec plus de recherche et de la recherche qui recommence à interroger toutes les thématiques de la collectivité territoriale pour inclure plus toutes les directions, tous les autres services et voir pour mener l'action vraiment à l'échelle du territoire de la commune. Et également, on a tout un volet, on peut dire, l'influence ou l'après sur les bâtiments déjà construits, puisque maintenant, ça fait une dizaine d'années que les bâtiments ont été construits dans notre direction. Et c'est bien d'avoir le retour sur qu'est-ce qui se passe pour ces bâtiments 10 ans après et comment encore améliorer et les instrumenter pour observer les résultats de ce qu'on met en place aussi. Juste pour un rapide organigramme de la structure d'une mairie pour dire on a les élus, le maire entouré de son cabinet et de ses différents élus pour la partie politique. Nous, on fait partie de la partie service, qui a généralement une direction générale des services qui chapeaute l'ensemble et qui dialogue en direct avec les élus. Et ensuite, il y a différentes directions générales adjointes, urbanisme, population, action sociale, juridique, etc. Au fur et à mesure des années, on est passé de l'une à l'autre des directions générales adjointes, des fois l'urbanisme, des fois le patrimoine, des fois l'éducation, en fonction de l'équipe politique en place. Il n'y a jamais trop de mettre en place on est sans dans nos réflexions. Donc, excusez-moi, mais je n'ai pas entendu avec le microphone, parce qu'on n'a pas compris ce que vous avez dit. J'ai juste dit qu'ils ne savent pas trop nous mettre, dans quelle direction ils savent nous mettre. Merci beaucoup. Voilà, mais bon, ça n'a pas eu trop d'impact sur le fond de ce qu'on fait, de changer de direction. On change un peu d'interlocuteur, mais voilà. À la mairie aussi, on a organisé un autre projet, donc, les archives dans la salle, ce que ça veut dire, bon, ça veut dire travailler avec tout le monde sous forme de comité de pilotage avec plutôt la partie élue, le comité technique avec les différentes directions justement qui peuvent avoir un impact sur ce qu'on fait. Donc les bâtiments, on les consulte pour savoir ce qu'ils ont actuellement dans leur patrimoine et ce qu'ils savent exploiter et maintenir aussi à la suite. En principal, on a la direction de l'éducation, puisque c'est avec elle qu'on monte le programme des groupes scolaires, et c'est elle qui pilote de la mission. Les finances qui vont traiter toutes les situations des entreprises. Donc, c'est bien d'arriver à s'entendre parce que c'est pas évident. Et l'urbanisme, tout ce qui est la voirie, les espaces publics, etc. On a une petite partie contrôleurs techniques, une petite partie de prestataires extérieurs qui sont les contrôleurs techniques, quelques bureaux d'études vraiment spécifiques quand on a des besoins spécifiques, par exemple un bureau d'études VRD, quand on a des besoins quand on veut faire des études climatiques, parce que c'est quand même assez spécifique, ou un bureau d'études ELEC, quand on veut mettre en place des panneaux photovoltaïques. Mais sinon, le reste des missions, la mission de base ne peut pas être saucissonnée. Donc, on a les archives et les ingénieurs internes à la mairie dans le même service. Donc, en ce moment, on est une équipe de 10, avec des archives, des ingénieurs bois paille, des ingénieurs fluide thermique, forestière ici présente. Donc certains sont fonctionnaires, ont passé le concours de la fonction publique, certains sont en cours de stagiairisation pour être titulaires,
et d'autres, nous sommes contractuels de la fonction. Évidemment, on fonctionne avec un calendrier et des coûts, comme partout. Donc, ça, c'est pour dire qu'on a plusieurs projets en parallèle, avec des équipes à chaque fois montées en binôme, trinôme, architectes, ingénieurs, pour avoir les différentes compétences qui pilotent un même projet. Voilà, en ce moment, on a deux projets principaux qui sont une construction et une rénovation. Et on a souvent les architectes qui sont vraiment dédiés à un projet et les ingénieurs qui sont un peu plus polyvalents et qui participent selon leurs compétences à différents aspects de plusieurs projets. Donc, il y a un des axes qui est extrêmement porté par l'ensemble des personnes du service et qui nous motive et qui est vraiment notre base en fait, pour nos bâtiments, c'est vraiment travailler avec des ressources naturelles et notamment avec l'énergie solaire qui est une énergie gratuite et une énergie infinie. Et du coup, l'ensemble des produits qui sont issus de la photosynthèse. Donc on est parti essentiellement sur des isolations à base de paille et des structures en bois. On est partisan en fait d'utiliser le bon matériau au bon endroit. Donc, malheureusement, on n'arrive pas à se passer encore du béton pour tout ce qui est fondation, même si après on montrera un petit exemple dans le projet on a réussi. Et le but, c'est de sortir aussi de tout ce qui est énergie fossile, de sortir de la pétrochimie avec l'utilisation de produits sans colle, sans plastique. Et donc, c'est vraiment la base de ce qui nous aide tous dans le service. Pour ce faire, en fait, l'Île-de-France, c'est quand même plutôt un bon territoire parce que c'est une région céréalière, donc on trouve assez facilement de la paille. Et c'est une région où il y a 95% d'essence peluche. Donc, pour construire en bois, c'est parfait. Même si l'essentiel de la construction est actuellement en bois et se fait en résineux, nous, on a pris parti de réaliser nos constructions à partir de vraiment ce qu'il y avait proche de chez nous. Et donc, vraiment, on essaye de connaître les filières qu'on utilise, de remonter les filières et d'aller voir vraiment en amont chez les producteurs directement. Donc, par exemple, la paille, on va directement chercher chez l'agriculteur. Et on fait énormément de sourcing même pour les entreprises parce qu'on fait des bâtiments quand même assez innovants. Et si on ne va pas chercher les entreprises et leur présenter les projets en amont des marchés, pour faire un peu de sourcing, en fait, il n'y aura personne qui répondrait à nos marchés. Donc, il n'y a pas de bâtiment comme on fait aujourd'hui. Donc on travaille beaucoup sur nos CCTP en amont pour vraiment faire une partie introduction où on parle de tout ce qu'il va y avoir dans le bâtiment, de toutes les innovations qui sont mises en place, des matériaux qui sont utilisés et vraiment la genèse et l'essence même de nos projets pour que les entreprises elles comprennent que c'est vraiment quelque chose qu'on veut amener jusqu'au bout et que c'est quelque chose qu'on ne tergiversera pas pendant le chantier, que ça ne sert à rien de nous proposer de la colle, quelque chose qu'on n'a pas envie, même s'ils essayent pendant un bon moment sur le chantier, mais on est assez raisonnés, nous, et on ne tergiverse pas. On travaille beaucoup avec les procédures, avec négociation, ce qui nous permet d'avoir une négociation avec les entreprises et de leur exposer aussi de vive voix nos projets, ce qui apporte un poids supplémentaire et on leur montre déjà que avant la passation du marché, on veut vraiment ce qui est marqué dans nos CCTP. Donc, c'est vraiment, on voit que ça marche plutôt bien de faire des négociations avec les entreprises parce que des fois, elles ne chiffrent pas du tout ce qu'on veut et elles pensent qu'elles vont pouvoir passer outre pendant le chantier. Donc, le bois et la paille, c'est quand même des techniques courantes avec les règles de la construction paille et tout ce qui touche au bois. En ce moment, il y en a quand même de plus en plus du bois. Et je pense qu'ici, en Lorraine, vous êtes quand même plutôt bien servi avec les Vosges qui sont à côté et des ressources qui sont faciles à trouver. Mais on aime bien se challenger aussi et aller vers des techniques non courantes, ce qui nécessite de travailler main dans la main en amont pendant la conception avec le bureau de contrôle
pour décider des essais qui sont à mener avant le chantier, notamment tout ce qui est essais de feu, essais thermiques. Donc, ce qui est très important. Et c'est ce qui nous permet d'aller aussi au bout des innovations qu'on met en œuvre. Un autre des axes que nous, on vraiment faire au-delà des bâtiments, c'est d'enrichir l'écosystème social local avec les Rhonéens qui sont sur site parce que les bâtiments ils sont destinés à eux. Donc, c'est toujours intéressant de les faire participer. Alors, c'est sous différentes formes, avec des ateliers participatifs avec les associations de la ville pour tricoter des gilets, par exemple, intégrer les enfants pendant le chantier, en parallèle des chantiers aussi pour travailler sur, par exemple, des briques en terre crue, de les faire venir pendant le chantier pour qu'ils comprennent comment est construit un bâtiment, avec quels matériaux. On est quand même dans une région où, à Wanisouba, on n'a pas de bois. C'est un peu trompeur, hein, mais la majorité des enfants n'ont jamais été dans les forêts, par exemple. Donc, on utilise aussi nos bâtiments pour former les acteurs locaux aux nouvelles techniques du BTP, du bois terre paille. On tente aussi d'enrichir l'écosystème professionnel local, donc exactement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui et ce que fait Envirobat Grand Est. Donc, en Ile-de-France, c'est avec Ecopolis. On a la démarche bâtiment durable francilien. Donc, nos projets passent en commission devant un public et des jurés experts, donc architectes, bureaux d'études, maîtrise d'ouvrage, avec une grille et des critères pour améliorer, par exemple, le confort et la santé dans les bâtiments, les matériaux utilisés, l'énergie utilisée. Donc ça permet à la fois diffuser ce qu'on fait et aussi échanger sur ce qu'on pourrait faire mieux pour s'améliorer pour la prochaine fois. On fait aussi beaucoup appel à des subventions en tant que maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre publique. Donc ça, c'est plutôt la partie recherche qui nous permet de répondre à des appels à projets, beaucoup avec l'ADEME, la région et d'autres interlocuteurs qui sont intéressés par les projets de recherche et via la recherche qu'on fait, on peut réinjecter ce budget directement en prototype in situ dans les bâtiments. Ça fait une dizaine d'années du coup que des bâtiments sont sortis de terre via cette direction. Donc le premier, c'était une école élémentaire où différentes choses ont été expérimentées pour la première fois pour la direction en tout cas, donc avec une structure bois qui était à l'époque labellée collée, de la paille en caisson, une toiture paille, de la ventilation double flux, des puits climatiques, une chaudière à bois et un jardin pédagogique en terrasse. Donc ça, c'est un des points phares du projet, c'était ce jardin en terrasse qui était notre première approche de l'agriculture urbaine. En installant les plantes potagères via des ateliers avec les enfants et ensuite en pouvant récolter des fruits ou des aromatiques qui poussent pour l'aspect pédagogique. C'est aussi à cette occasion qu'on a commencé à collaborer avec le café associatif L'Osteria, qui est un café de Rony-sous-Bois, qui brasse pas mal de populations de différents horizons, à la fois des personnes qui viennent faire du tricot, d'autres qui viennent faire de la couture, des ateliers de psychologie, des cafés débats, enfin, plein de choses. Et du coup, là, on a eu toutes les tricoteuses de la ville qui ont fabriqué des gilets en laine
pour couvrir les enfants en hiver, plutôt que remonter le chauffage de plusieurs degrés dans les bâtiments. Donc c'était aussi pour l'aspect pédagogique de la chose. Le deuxième projet, donc c'est juste à côté de l'école élémentaire, c'est l'école maternelle qui là, c'est en partie de la réhabilitation puisque c'était une halle de marché existante avec une dalle béton et une structure bois qui a été réutilisée. Ce coup-ci, la paille a été utilisée entre montants bois, donc plus en caisson, dans le but d'utiliser moins de bois puisque la paille pousse plus vite. Donc il y a une ressource plus intéressante de ce côté-là. Un premier mur sur un seul niveau en paille porteuse et la ventilation naturelle avec récupération de chaleur. Donc c'est ce que vous voyez via cette tour avant au milieu du bâtiment. Un poêle de masse également et un stockage des eaux pluviales pour réutiliser en arrosage sur la parcelle. Donc ça, c'est le principe sur ce bâtiment de la ventilation naturelle, avec l'air neuf qui est pris en pied de tour avant, qui passe de façon avec un tirage naturel dans un échangeur de chaleur et qui va aller jusqu'au fond de la classe où il est aidé à être réchauffé par des panneaux rayonnants. Ensuite, il va être réabsorbé via la tour avant en repassant par l'échangeur de chaleur, donc, les calories de l'air chaud qui sort et de l'air frais qui rentre s'échangent. Et ça va ressortir naturellement grâce à la hauteur de la tour avant avec un tirage naturel, l'air vissé. Ici, on voit le poêle de masse qui est dans la salle de motricité et qui est très bien accueilli par les enfants et par l'équipe pédagogique parce que ça a un caractère pédagogique de faire un feu de bois et quand on trouve qu'il ne fait pas assez chaud dans le bâtiment ou qu'on a besoin d'un moment de convivialité, une fois que l'équipe a pris en main la façon de faire pour l'allumer, ensuite, ils sont très friands d'utiliser ce type de chauffage qui permet une résilience en cas de coupure du reste des radiateurs sur les groupes scolaires. Dans la continuité de nos projets, en 2020, on a ouvert le centre de loisirs Jacques Chirac, qui était notre premier centre de loisirs. Et je pense que c'est un des bâtiments les plus poussés en innovation de ceux qu'on a fait. On a une structure en feuillu massif multi-essences pour valoriser l'ensemble des essences type de France. On a de la paille porteuse bio sur 2 niveaux, qui est un des premiers ERP en France sur 2 niveaux. Réseau de chaleur urbain, parce que la ville elle est raccordée en géothermie. Stockage intersaisonnier, parce que dans l'angle du bâtiment, en fait, on a une énorme cuve, une ancienne cuve qui servait dans une industrie de jus d'orange, qui permet de stocker de l'eau grâce à des panneaux thermiques en toiture et qui permettent, par exemple, au mois de septembre, d'octobre, s'il fait commence déjà à faire froid, même si c'est plus trop le cas maintenant, avant la mise en route de la géothermie, de chauffer en fait via les radiateurs. Et vu qu'on est sur un centre de loisirs et que c'est plus simple, on a mis en place des toilettes sèches en rez-de-chaussée. Donc là, la principale innovation, c'était la paille porteuse sur 2 niveaux, qui est en fait une continuité de l'école des couteaux où on avait déjà fait de la paille porteuse en rez-de-chaussée et qui nous avait permis en fait d'avoir déjà une sorte de prototype à l'échelle 1 en rez-de-chaussée et de l'utiliser comme référence pour ce bâtiment-là. Donc, paille porteuse, on est en technique non courante, donc ça a demandé beaucoup de travail avec le bureau d'études, nous en interne et avec le contrôleur technique. On a fait des essais de tassement et de compression, on a fait des essais au feu qui se sont révélés en fait vraiment super. On devait tenir 30 minutes. Au bout de 2 heures, on a dit qu'on arrêtait. Et le laboratoire a mis plus d'une semaine en fait à éteindre complètement le mur alors qu'il ne s'était pas du tout consumé. Donc, ce qui était plutôt très valorisant.
Du coup, ça demande aussi de l'inventivité de la part des entreprises sur le chantier pour faire des bâtiments comme ça, parce que d'aller comprimer des énormes bottes de paille, il faut inventer des choses. Donc, mettre des big bags sur les planchers pour faire du poids, pour comprimer, accrocher des big bags au mur pour les comprimer. Donc là, ils sont bien amusés sur le chantier. Euh, Et même chose, l'agriculteur, il n'avait pas l'habitude de faire des grosses bottes de paille avec des densités qui sont normées. Donc là aussi, il a fallu travailler avec lui en amont. Et c'est qu'en général, là où on achète les bottes de paille, on va toujours contrôler pendant les moissons les bottes de paille, si elles ont la bonne humidité, si elles ont le bon taux de compression pour pouvoir après les utiliser dans le bâtiment. Juste à côté de ce centre de loisirs, on a un petit grand chantier. C'est le petit nom qu'on lui a donné parce qu'il est petit, il est tout petit. C'est un petit local vélo réservé extérieur. Et il fait 17 mètres carrés. Mais alors, il est grand par son intensité sociale et par les innovations qu'on a mis en œuvre dedans. C'est le premier bâtiment qu'on a fondé sur pied-bois. Ce qui n'est pas courant, c'était très courant à l'époque, sous les cathédrales, Panthéon, c'est sur pied-bois. On a organisé des chantiers participatifs pendant plusieurs étés, alors avec les enfants, les Rhonéens. Beaucoup d'étudiants aussi sont venus pour fabriquer des briques de terre crues qui ont permis de composer les murs du petit local et qui ont été montés par une association de réinsertion de femmes. Et la toiture, en fait, toute la charpente a été faite aussi dans le chantier participatif à partir des arbres qui avaient été coupés sur le site pour construire le centre de loisirs et qu'on a réutilisé pour la charpente. Et ça aussi, ça a été taillé à la main en chantier participatif sur site. Donc voilà pourquoi on appelle le petit grand chantier, c'est parce qu'il est très innovant. Et en 2021, donc on a livré le groupe scolaire Simone Veil, qui est composé d'une école élémentaire, d'une école maternelle, d'un centre de loisirs et d'une cantine. Projet extrêmement rapide parce qu'on a eu 2 ans en conception et chantier. Et on remercie le Covid pour nous avoir donné un petit peu plus de temps. C'était un peu compliqué. Du coup, là, ici, pour celui-là, vu qu'on était contraint au niveau du temps en chantier et qu'on devait faire très très vite, on est parti sur de la paille bio en caisson préfabriquée pour réduire le temps de montage sur le chantier et réduire aussi le risque avec les intempéries. On a la première coupe qu'on a fait avec des revêtements imperméables et l'utilisation de bois brûlés pour les jardinières en toiture qui ont été faits en chantier participatif suivant la méthode japonaise pour brûler le bois, la méthode traditionnelle. Donc on a bien travaillé avec les entreprises locales parce que, par exemple, l'entreprise qui a fait les caissons en paille avait son atelier à 5 km du site de la construction, ce qui a permis d'approvisionner le chantier en flux tendu et surtout aussi de réduire l'impact carbone de tout ça, parce que c'est bien beau de construire en paille, mais si la paille elle fait 50 fois le tour de la France, ça n'a plus vraiment d'intérêt. Et c'est une entreprise qui fait aussi beaucoup de réinsertion, donc c'était intéressant de former les personnes de l'entreprise qui sont en réinsertion sur des techniques qui ne sont pas si compliquées que ça. Au final, de mettre de la paille dans les murs, c'est pas très compliqué. Et un premier essai qu'on a fait aussi pour vraiment se passer du lamellé-collé et du coup de la colle. C'est de faire des poutres classées, donc avec du bois massif et des clavettes qui permettent de maintenir les différents morceaux de bois ensemble pour que ça ne bouge pas. Alors, malheureusement, aujourd'hui, on ne les voit plus parce qu'elles sont tout en faux plafond. Mais c'était un bon essai à mettre en place. Et premier test qu'on a fait pour vraiment valoriser le plus possible le bois en Ile-de-France et de réduire les circuits et les acteurs de la filière, on a trouvé une bergerie qui s'appelle la bergerie de Villarceau, qui se trouve à 90 km de Cibois et qui gère ses forêts en sylviculture douce, donc gestion durable, et avec qui on a été marqué en fait les bois en forêt. On a fait sortir les bois de chevaux, donc des partages à cheval,
Et au lieu d'emmener le bois dans une scierie qui, après, en général, est emmenée soit chez le charpentier, soit sur le chantier, ça dépend du acteur, et ben en fait, on a fait venir la scierie directement sur site pour scier les bois directement aux dimensions qu'on avait besoin, pour faire les préaux de l'école. Donc on voit bien en bas, en gauche, en fait, c'est un banc ici qui est amené avec une camionnette, et du coup, ici, directement sur site, le bois. Et le bois a été ensuite ramené directement sur le chantier, et les charpentiers ont taillé le bois sur site. Ce qui a permis vraiment de réduire le plus possible le transport, et de faire vraiment, on sait d'où viennent et de quelles personnes viennent des grumes, en fait, qu'on a utilisées. Donc, dans les deux projets qui sont en cours actuellement, on a une extension d'école où vous voyez l'école élémentaire des années 60 qui est à peu près la même architecture sur toutes les écoles de Rosny-sous-Bois parce qu'elles ont toutes été construites en même temps, hormis l'école du centre qui est une école typique Jules Ferry. Du coup, là, c'est une élémentaire de 30 classes et l'idée était de la diviser en deux, 15 classes qui restent avec le groupe scolaire existant où il y a déjà une maternelle, une cantine, un gymnase. Les 15 classes de ce côté-là du site sont agrémentées d'un centre de loisirs, d'une cantine et d'une maternelle à gauche. C'est l'Île-de-France, donc il faut que ça soit dense. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est les contraintes démographiques. Et on a la chance, entre guillemets, d'avoir à Rosny-sous-Bois des quartiers de grands ensembles des années 60, où il y a de l'espace, et il y a de la végétation, et il y a des qualités dans ces espaces-là. Donc là, évidemment, on réduit un peu les espaces de cours dont disposaient les enfants avant. Donc, on va tout faire après dans le projet pour limiter cet impact qu'on a sur les cours, notamment en les désimperméabilisant et en créant des bâtiments vertueux avec des toitures végétalisées. Donc ici, les grandes innovations, ça a été les murs porteurs en terre, une ventilation naturelle couplée à des puits climatiques qu'on avait déjà expérimenté en 2014, mais de façon beaucoup moins poussée, et les panneaux photovoltaïques que j'ai mis entre parenthèses parce que ce n'est pas encore fait. Parce que l'idée, c'est qu'on puisse en bénéficier directement sans repasser par EDF en cas de coupure de courant sur la ville. On n'a pas encore trouvé le système qui nous convient, disons, pour avoir accès à cette électricité facilement. Du coup, la terre crue, c'est venu dans le projet parce que pour le Grand Paris Express qui est en construction, donc la ligne 15 du métro, il y a eu beaucoup d'excavations de fait. C'est monté une entreprise cycloterre à Sevran dans le 93, pas loin de Rosny-sous-Bois, pour réutiliser ces déchets d'excavation et fabriqués avec des briques de terre crue compressées. Du coup, l'idée a été de créer des murs porteurs dans l'école pour lesquels on a eu une subvention de recherche, ce qui nous a permis de pouvoir monter un mur en laboratoire pour tester sa compression, le tester au feu et on a testé aussi la résistance à la lance à incendie pour être sûr que quand les pompiers viennent éteindre le feu, le mur ne s'écroule pas. Donc là, on peut le voir mis en place en bas dans l'école. On s'en est servi aussi des briques en doublage devant la paille pour apporter plus d'inertie thermique et hygrométrique au bâtiment. On met malheureusement un enduit avec du plâtre dedans pour la luminosité et pour résister aux attaques des enfants. Mais on garde des fenêtres de vérité pour qu'on se rende compte de ce qu'il y a derrière l'enduit plâtre, parce que sinon ça pourrait être n'importe quoi.
Sur ce projet, comme il a été assez long, il a démarré en 2018 dans la conception. Et il y a eu pas mal d'allers-retours sur le programme et il a été interrompu par l'autre groupe scolaire Simone Veil qui s'est fait entre-temps. Du coup, on a eu du temps pour faire des choses qui ne sont pas forcément dans nos missions habituellement. Mais là, par exemple, on a donc axé toute une thématique sur la pédagogie par la nature. Et ça s'est concrétisé par des sorties en forêt avec les enfants, avec un objectif, c'était enfin, disons que l'objectif officiel, c'était de construire un palace à insectes dans leur cours. Et évidemment, l'objectif premier, c'était de leur faire découvrir le monde de la forêt que la plupart ne connaissaient pas du tout. On a même eu une petite qui nous a demandé mais qui balaye la forêt? Parce qu'il y a plein de feuilles par terre, donc c'était trop mignon de voir que bon, enfin, voilà, c'était vraiment gratifiant d'organiser ce type d'action pour ouvrir les enfants sur tous les sujets de l'environnement qui les entourent. Dernier projet, deuxième projet qui est encore en cours actuellement et qui doit ouvrir ses portes là au mois de septembre, et qui est la première rénovation du service et qui est pour nous aussi, qui a encore plus de sens que de construire des bâtiments parce qu'on rénove l'existant et on n'utilise pas de terre supplémentaire. Donc c'est une école maternelle qui date des années 60. Et la principale innovation dessus, c'était l'ITE en paille pérenne, soit enduite, soit bardée, parce que forcément, on apprend de nos chantiers précédents. Donc, ce qui fonctionne, on remet en place. Donc, il y a toujours de la ventilation naturelle. Donc, et puis, avec le contexte actuel qui est de faire des économies d'énergie, c'est de retrouver un bon manteau et de le réisoler et de travailler sur la ventilation pour qu'elle soit peu consommatrice en énergie. Donc la ventilation naturelle fonctionne bien sur les autres bâtiments avec le retour d'expérience qu'on a aujourd'hui, donc on l'a remis en place. Et la paille, la même chose, elle marche bien, donc on l'a remis en place. Les études préalables ont montré que les fondations existantes du bâtiment, qui sont très très peu profondes, ne permettaient pas de remettre du poids sur la structure. Donc, par contre, on a dû refonder le bâtiment en parallèle. Donc, on est parti sur une technique de pieux vissés, donc c'est technopieux. On aurait bien aimé faire la technique de préfonçage et mettre des pieux en bois pour continuer en fait par rapport à l'expérimentation qu'on avait déjà fait avant sur les autres petits bâtiments. Mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'entreprises en France qui font cette technique-là. Donc, c'était un peu compliqué, on était un peu contraint. Le budget contraint aussi pour ce bâtiment-là. Et on a dû refonder parce qu'on a dû mettre les tours avant en façade, vu que c'est une rénovation. Et le bois, ça pèse un peu lourd aussi. Donc, il a fallu refonder pour mettre ces tours avant. Et pour ce dernier projet, on s'est dit que la paille de blé, c'était vraiment très très chouette. Mais c'est déjà obsolète en fait pour nous. Il a trop d'impact sur notre environnement que d'utiliser la paille de blé qui est une céréale annuelle. Et donc, ça fait 4 ans que je travaille sur l'utilisation d'une paille pérenne à partir d'une céréale qui s'appelle l'agropire intermédiaire et qui revient d'elle-même pendant 5 années de suite dans les champs, et donc qui permet d'avoir des impacts sur les agroécosystèmes beaucoup moins importants que la paille, que les céréales qu'on plante aujourd'hui par les agriculteurs. Et ce qui permet aussi d'avoir beaucoup de bénéfices au niveau des écosystèmes parce que les racines ont vraiment le temps de s'implanter, de descendre jusqu'à 6 mètres. Et du coup, ça limite l'érosion, ça permet de capter beaucoup plus de nutriments dans les sols, ça évite la lessivation des sols aussi. Mais à l'heure actuelle, c'est une céréale qui est au stade d'essai au niveau agronomique en France et qui est extrêmement étudiée par l'ISARA près de Lyon et qui est. Alors, c'est issu des plateaux d'Europe, mais c'est les États-Unis qui sont les plus avancés sur cette recherche-là, au Kansas. Et on a quand même réussi, au bout de 4 ans, à faire un bâtiment avec. Donc, on est plutôt fiers d'arriver là. Ça a nécessité de travailler quand même pas mal avec du coup
Ça, c'est le principal problème, c'est que l'ISARA a monté son réseau d'agriculteurs qui plantent cette céréale à côté de Lyon et à côté de Grenoble. Et pas forcément par là, on est très mauvais au niveau transport. Donc, tous les bénéfices qu'on pourra avoir avec cette taille, en fait, on le repère au niveau du transport. Et technique non courantes parce que les règles professionnelles de la construction pas n'autorisent que le blé. Donc, on a dû de nouveau refaire des essais, des essais pour avoir des extensions de la paille de blé, retravailler avec le bureau de contrôle, on a fait un petit prototype sur le bâtiment d'à côté, on a mis des capteurs dans la paille pour vérifier sur une année comment se conçoit porter la paille. Et on a détruit le mur aussi pour voir si on trouvait du compost à la place, pour voir si ça marchait bien. Et donc ça, c'est la principale innovation de ce bâtiment-là. Et ce vers quoi on veut aller de plus en plus loin, en fait, c'est vraiment de recréer des écosystèmes qui sont à la fois nourriciers, soit par les céréales, mais aussi en replantant des haies chez les agriculteurs qui permettent de nourrir à la fois les hommes et les animaux, qui soient œuvrables, en plantant des haies avec des arbres qui permettent de construire des bâtiments, et aussi qui permettent d'avoir une intensité sociale proche et local autour de nous, et de réduire vraiment, de dynamiser vraiment les territoires locaux. C'est vraiment ce vers quoi on veut aller maintenant le plus possible à nos prochains bâtiments. On s'intéresse pour de compétitivité d'Internet. Vous avez parlé de la faille comprimée en termes de complexité et de résistance mécanique. Quelle est la relation entre la résistance mécanique et la résistance thermique en termes de complexité? Déjà, les règles professionnelles de la construction paille, elles nous imposent d'avoir un certain taux de compression minimum. Donc, on ne peut pas y déroger. Il y avait des essais de conductivité thermique qui avaient été faits par le RSCB, donc français de la construction paille, qui sont dans les règles professionnelles de la construction paille. Alors, nous, on avait quelques doutes sur ces valeurs. Voilà. Tout dépend de la proportion, mais avec la taille des bottes qu'on utilise pour la construction et du coup cette règle de densité à respecter, il y a pour nous peu d'impact sur la compression et la thermique. En fait, on n'obtiendra pas la même chose si on a de la paille insufflée en vrac. On aura forcément des parois ou autres autour qui auront un autre impact. Mais ça permet des parois plus fines, par exemple. Là, nous, on utilise plutôt que des bottes de paille. Alors, pour la paille porteuse sur 2 niveaux, c'était des bottes de paille de 80 cm de large. Donc, en fait, on ne se pose pas vraiment la question de la thermique parce qu'on a un R de 7, donc on ne s'inquiète pas. Et on avait étudié la question plutôt sur les autres projets, on a des bottes de paille de 47 cm de large, qui font 37 cm de haut, et des fois on les met à plat et des fois on les met sur la tranche. Donc là, on s'était posé la question de savoir si elles étaient thermiquement plus intéressantes sur la tranche parce que les brins de paille sont dans l'autre sens. Par rapport à quand on les met à plat, les brins de paille sont dans le sens où l'air peut passer à travers. Et notre ingénieur thermicien nous a affirmé que ça ne changeait pas grand-chose. Donc on est vraiment dans du subtil. On n'a pas de résultat. Bonjour, je suis Miro, entreprise Picard. Je suis curieux de savoir comment vous entretenez vos toilettes sèches dans les centres de loisirs. En ERP, comment ça se passe? Alors, déjà, bon, on l'a mis en place récemment et du coup, on a fait appel. Il n'y a pas beaucoup de monde qui met en place des toilettes sèches des entreprises. Donc, on a fait appel à une entreprise qui est toute petite, ils sont quelques personnes chez eux. Et on a fait comme pour les marchés d'espaces verts, où on a l'entretien déjà sur la première année, où c'est l'entreprise qui intervient.
Et en fait, à la suite, on devrait faire, je crois qu'on n'a pas encore fait, passer un marché avec justement cette entreprise ou une autre, parce qu'il faut les mettre en concurrence. Mais s'ils ont de la concurrence, parce que je ne suis pas sûre qu'en Ile-de-France, ils aient de la concurrence, pour qu'ils viennent continuer à entretenir. Après, l'entretien, alors, dans les toilettes en eux-mêmes, c'est juste du nettoyage, alors, en évitant les produits, évidemment, nocifs pour l'environnement, donc plutôt du nettoyage à l'eau, voire avec certains produits qui sont certifiés éco, écocert. On a une liste de produits dont les services de nettoyage se servent pour ne pas prendre tout et n'importe quoi, pour ne pas tuer le compost qui est en dessous dans les composteurs. Mais du coup, l'entretien de la pièce des toilettes, elle se fait de façon assez normale. Et c'est plutôt l'entretien des composteurs en dessous qui demande peu d'entretien, mais ça demande que tous les quelques mois, on vienne retourner, mélanger le compost. Et après, c'est selon les utilisations, tous les 1 à 3 ans, on vienne vider ces composteurs. Donc là, on n'a pas encore eu le cas de devoir vider les composteurs. Le dernier projet, c'était 2020, enfin, le premier projet, c'était 2020, il a été livré. Comme c'est un centre de loisirs, que c'est que au rez-de-chaussée les toilettes sèches et qu'il y a des autres toilettes à l'étage, ils ne sont pas hyper utilisés. Parce qu'il y a des freins, on ne va pas se mentir, il y a des freins. Le premier frein, c'est l'aspect toilette, parce que les premiers qu'on a posés, il n'existait pas de toilettes sèches en céramique. C'était des toilettes inox comme dans les gares, dans les trains. Du coup, déjà, l'aspect des toilettes, c'est différent. Pour les enfants, généralement, on ne met pas d'abattant sur les toilettes. Je ne sais pas pourquoi, mais pour le nettoyage, je pense facilité. Et du coup, c'est vraiment pas agréable d'être assis sur de l'inox. Et en plus, le trou d'évacuation et il n'y a pas de coude, c'est tout droit et on ne voit pas ce qui se passe au fond, mais c'est plus large que dans les toilettes normales. Donc, pour des petits enfants, ça peut être une appréhension, quoi. Donc, il y a tout, on s'est rendu compte qu'il y avait toute la pédagogie autour des toilettes pour qu'ils soient vraiment utilisées. Et déjà, que les adultes montrent l'exemple, et si les adultes ne les utilisent pas et ont plutôt un retour négatif, les enfants vont faire pareil. Donc, on est encore en phase d'expérimentation avec ça. On en a mis sur le centre de loisirs du groupe Mermoz, qui a été livré en février de cette année. Cette fois, on a réussi à mettre de la céramique, ce qui a aidé, et on travaille auprès des équipes des centres de loisirs pour la pédagogie, ce qui est plus facile en centre de loisirs parce que c'est des équipes internes à la ville, alors que les équipes dans les écoles, c'est l'éducation nationale et ça change tout le temps. Donc c'est pour ça que c'est plus facile à mettre en œuvre en centre de loisirs parce qu'on peut avoir un suivi régulier sur les agents. J'ai 2 questions. Une basique, comment vous faites réglementairement d'avoir une maîtrise? Alors, d'abord, pardon, super, je vous félicite, c'est génial, c'est vraiment très intéressant. Mais basique, comment vous faites réglementairement d'avoir une maîtrise interne et de tout passer à l'intérieur? Pourquoi les autres communes ne font pas comme ça? Est-ce qu'il y a un frein réglementaire? En dehors du frein, il faut s'occuper de tout ça, il faut avoir un budget pour tout ça. Il n'y a pas de frein réglementaire. Tout est autorisé, tout est légal, sinon on ne serait pas là aujourd'hui. À la base, c'est même une prérogative de la ville. En fait, quand on relit les textes de la loi MOP, c'est plutôt une dérogation de faire appel à des architectes à l'extérieur. Quand on relit les premiers textes, c'est plutôt
vous avez le droit de faire appel à des équipes de maîtrise d'œuvre extérieures. Mais en fait, ça existait beaucoup plus avant le fait d'avoir des architectes en interne à la ville. La seule obligation, c'est d'avoir une équipe complète, enfin, en tout cas d'avoir les compétences qui permettent de répondre à la mission de base. Donc, ça veut dire toutes les phases du projet doivent être menées par la même équipe. On ne peut pas saucissonner et dire nous, on a les architectes, mais en fait, tous nos bureaux d'études, toutes les études thermiques, structures sont à l'extérieur, ça c'est interdit. Il faut avoir l'ensemble de la maîtrise, comme une équipe de maîtrise d'œuvre qui répond à un concours dans le privé, qui va s'entourer. Il y aura les archives, il y aura les ingés. Là, il faut avoir tout en interne. Donc, en fait, il n'y a pas d'interdiction, mais il y a des moyens. C'est ça le principal frein, parce que selon l'échelle de la commune, là, Bogny-sous-Bois, c'est 50 000 habitants, donc on peut se permettre d'avoir plusieurs architectes, plusieurs ingénieurs avec des compétences différentes. Évidemment, sur des petites communes, c'est compliqué d'avoir toutes ces compétences en interne. Je précise que les architectes du service, ceux en tout cas qui ont été en charge du projet et ont déposé un permis de construire à la ville, sont inscrits à l'ordre. Je suis moi-même élue à l'ordre des architectes d'Île-de-France, donc tout est légal. Voilà, je Ne pas, mais des fois, il y a des moyens de... Non, là, c'est pas détourné. Tout le monde est au courant de tout ce qu'on fait et c'est très peu courant et c'est hyper dommage. Enfin, bon, on accueille souvent des communes qui viennent visiter ce qu'on fait et on est content d'avoir à la fois des élus et des services techniques qui viennent voir ce qu'on fait pour s'en inspirer parce qu'en fait, on se rend compte que ça marche hyper bien. Moi, pour avoir travaillé dans le privé avant Nancy, dans une agence d'archi, qui est très vertueuse dans ses projets. Je ne vais pas la citer, mais elle est dans les grands prix d'Enviromètre 2023, je l'ai vu. En termes de projets, ils font des projets super avec des matériaux biosourcés, etc. Mais on n'arrive pas à atteindre le même niveau de recherche, en fait, quand on est juste en agence d'archives. Enfin, c'est hyper dur d'avoir les moyens, d'avoir les subventions, d'être structuré avec tout ce qu'il faut pour arriver à mener des projets qui sont sur du long terme. Parce qu'en fait, on capitalise sur nos expériences des projets d'avant. Donc c'est aussi ça, c'est avoir toujours la même équipe avec des gens qui changent au fur et à mesure des années, mais d'avoir toujours cette mémoire de ce qu'on a fait il y a 10 ans et essayer de l'améliorer tout le temps. Et en travaillant avec la maîtrise d'usage qui est un étage au-dessus, avec la direction des bâtiments qui est un étage en dessous, avec les finances qui est deux étages en dessous, enfin, voilà, ça permet de faciliter quand même beaucoup la fluidité des échanges et arriver à concevoir le projet d'une autre façon. C'est pour moi d'une autre façon. Dernière question. Vous dites architecture régénérative. Quand je construis, je comprends que vous travaillez avec les biosourcés et tout ça, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un impact qui va au-delà. Les enfants pour former. Est-ce que vous avez compris comment est l'impact? Est-ce que derrière les parents, ça bouge? Est-ce qu'il y a, est-ce que ça fait petit? C'est vrai que les enfants, ils sont jeunes, donc de les emmener en forêt, de leur montrer comment on construit comme ça, forcément, on espère qu'une plante une graine qui va germer plus tard, forcément. L'essentiel des bâtiments qu'on a construits, c'est quand même dans la partie qui est le moins, la partie de la population la plus défavorisée de la ville. Donc, on espère que ça a un impact des parents aussi, même si quand ils voient de la paille, ils disent que c'est pas dans une table. Donc, après, on leur montre que forcément ça marche aussi, que les enfants ils sont mieux que dans des bâtiments avec de la rouille qui sont mieux comme ça. Et auprès des élus, c'est vrai qu'il y a quand même des retours positifs auprès des élus pour aller dans ce sens-là. Oui, je dirais que c'est venu au fur et à mesure. Au début,
la volonté, elle est plutôt venue des services, et il a fallu convaincre les élus que ce qu'on faisait, c'était vertueux. Et en fait, c'est le regard extérieur qui a beaucoup aidé. Donc, par exemple, les assemblées comme ici, ou les prix comme Pierre Villaret, bah, le fait d'avoir des prix Ecopolis, et que l'on envoie l'élu, le maire, ou voilà, se rendre compte en fait par l'extérieur qu'il y a de la reconnaissance, parce que forcément les élus c'est pas des professionnels du bâtiment, donc ils ne peuvent pas appréhender tout ce qu'on fait. Il y a des retombées, il y a les parents d'élèves qui des fois se battent pour mettre leurs enfants dans ces groupes scolaires-là. Des fois je dis bon on a un petit mérite parce que les autres groupes scolaires datent des années 60, ils ont encore été développés, donc forcément on peut faire que mieux. Après, il faudrait avoir un élu ici avec nous pour qu'il parle des retombées s'il y en a politiques, ça ne me rend pas trop compte. Mais en tout cas, surtout l'environnement social de Rony, des entreprises aussi qui travaillent avec nous, on voit les retombées de diffuser largement ces méthodes de construction. Merci beaucoup à nos intervenantes. On peut applaudir.